Ce jeudi 9 juin, Jackie Nedja, d'Accès Reportage, reçoit Alain Cabras, spécialiste des questions culturelles et religieuses en Méditerranée en milieu professionnel, pour son livre Méditerranée, les rives de l'espoir, à la librairie Goulard d'Aix-en-Provence. Bonjour Alain Cabras. Bonjour, Jackie Nedja. Merci d'être venu nous rejoindre pour parler un peu de la Méditerranée, de votre livre. Et merci aussi à la librairie Goulard qui nous accueille pour faire cet entretien avec vous et surtout évoquer tout ce que vous avez pu mettre en écriture sur la Méditerranée, que vous avez écrit d'ailleurs un livre que vous avez écrit avec passion, avec foi je dirais même. Bah oui, écoutez, merci donc déjà à la librairie Goulard de nous recevoir ici. C'est une librairie à laquelle je viens depuis 25 ans, donc je suis très honoré et flatté d'y présenter mon ouvrage sur la Méditerranée. Oui, j'ai écrit ce livre sur la Méditerranée à base de recueils de textes, de notes stratégiques que j'avais faites depuis des années, que j'ai réactualisées, et qui depuis les révolutions arabes ont montré une ligne rouge dans ma réflexion qui était que si évidemment le pire était probable, il n'était jamais certain. Et donc il fallait trouver des petites pistes, avec les petits cailloux et les petits pas de côté, que des millions de personnes, des milliers de personnes en tout cas de bonne volonté essayaient de faire en Méditerranée, sur les trois rives, et les mettre en avant, pour dire voilà ce qu'on peut faire ensemble. Mais avant, bien avant, comme je vous connais assez pour votre façon d'écrire et votre enseignement surtout, puisque vous êtes aussi enseignant. Comment on va vous présenter, Alain Cabras? Comment vous présentez-vous? Alors moi j'ai un parcours atypique, je suis un professionnalisant, c'est-à-dire que et à Sciences Po Aix, dont je suis diplômé, et ailleurs, j'ai toujours choisi la voie professionnelle par rapport à la voie noble de la recherche, parce que je voulais tout de suite être sur le terrain, et donc j'ai été diplômé de ce premier DESS à l'époque, master aujourd'hui, qu'avait créé feu Bruno Etienne, mon vieux professeur et maître, master de management interculturel et médiation religieuse, qui était le premier en France en 2002, que Bruno Etienne avait voulu créer à la suite des attentats du 11 septembre pour montrer qu'il y avait aussi une lecture culturelle et religieuse des enjeux géopolitiques en Méditerranée et qu'il fallait absolument que cette lecture ait ses lettres de noblesse et qu'elle ait la même, le même intérêt, le même niveau de respect, de compréhension, d'études que les autres enjeux économiques, sociaux, sociétaux. Vous êtes aussi consultant et expert dans cette médiation. Comment vous situez-vous? Moi j'enseignais donc à Sciences Po jusqu'à l'année dernière et je continue dans les écoles de commerce. Je suis sur un programme pour la Sorbonne aujourd'hui. Et à côté, ce qui est mon activité principale, hein, j'ai toujours été formateur et consultant en management interculturel, en médiation culturelle et religieuse, notamment pour les diasporas en Méditerranée. J'ai fait des interventions pour la Fondation Adenauer, la CIM, mais aussi au sein des entreprises, des ONG, où au quotidien, concrètement, que ce soit une ONG, une entreprise ou un service public, comment on gère la pluralité culturelle et religieuse. Et le bassin méditerranéen en est le creuset, il en est l'origine, et aujourd'hui, il en est la zone du monde qui en souffre le plus. Le berceau des civilisations, dont on dit beaucoup de bien. Et pour reprendre un peu une de vos formules sur la Méditerranée, comment pourrait-on l'appeler autrement aujourd'hui? La Méditerranée? Alors, moi je suis parti des mythes. J'ai fait une lecture du quotidien, de l'actualité par rapport à certains mythes. Donc soit on l'appelle l'hybris, ce qui en grec est la démesure, la destruction par l'arrogance, l'ego. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on pourrait dire que la Méditerranée peut s'appeler, se surnommer, avoir un surnom très négatif qui serait l'hybris, parce qu'elle est en phase de destruction et de démesure. Mais on pourrait aussi l'appeler la Méditerranée le rêve d'Ulysse, parce qu'Ulysse est celui qui a cherché à tourner, qui a toujours pris soin, malgré les 20 ans où il est hors de chez lui en exil, de poser des limites à son activité, de ce qu'il pouvait accepter, ne pas accepter, négocier, ne pas négocier. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, la Méditerranée, on pourrait l'appeler Ulysse, ou le nom grec, qui est encore plus joli, Odyssée. Voilà, c'est la belle Odyssée. J'espère que c'est cette partie-là qui va l'emporter. La Méditerranée aujourd'hui traverse des tragédies à cause des migrations que vous connaissez, que vous mesurez sûrement. Et elle est, au fond, une mer où il y a aussi des crises politiques, des crises de guerre, des crises de toutes sortes. Quel est votre sentiment à ce sujet? Alors sur les flux migratoires, ils en sont. Vous dites que effectivement les crises sont aujourd'hui une conséquence de tous ces flux migratoires, mais
À mes yeux, les flux migratoires ne sont que la conséquence, en fait, et pas la cause de tout ce que nous traversons aujourd'hui. On va pas refaire toute l'histoire, mais il y a trois grands facteurs qui déstabilisent notre région. Il y a bien entendu toute la géopolitique. Tiens, par exemple, cette année, on fête le centenaire, en fait. On célèbre le centenaire des accords Sykes-Picot, qui en 1916 avaient réparti de manière arbitraire entre l'Angleterre et la France toute la géographie du Proche et Moyen-Orient. Donc je rappelle que quand Daesh a commencé à faire les premières attaques en Syrie et en Irak, c'était avec des panneaux sur leurs véhicules disant c'est la fin de Sykes-Picot. Donc on a tout un vieil engrenage géopolitique. On a un deuxième élément dont on parle peu et qui, moi, me pose un souci, parce que je trouve qu'il n'est pas assez médiatisé, c'est le couple eau-santé. L'Afrique aujourd'hui connaît, et le Proche-Orient, des grandes pénuries d'eau. On a vu des productions de blé asséchées, on a vu de la famine se développer. On voit bien qu'il y a un changement climatique qui fait que la chaleur, les campagnes, être rural aujourd'hui dans ces quatre coins de l'Afrique, Corne de l'Est, Afrique subsaharienne, est de plus en plus difficile. Donc ça fait monter les populations vers les points d'eau. On parle à ce point même de migration climatique. Absolument. Et donc toute cette pression arrive, on voit bien, parmi tous les migrants qui arrivent, il n'y a pas que des Syriens et des Irakiens. Il y a des Soudanais, il y a des Éthiopiens, il y a des Érythréens, tous ces gens qui quittent leur terre parce qu'il n'y a plus rien à y faire. Donc ça, c'est un deuxième grand élément. Et le troisième, on va pas faire dans l'autoflagellation, mais c'est que l'Europe, à mon avis, n'a pas su faire une chose, malgré les milliards et la politique du chèque de l'Union européenne, moi je suis très sévère là-dessus, c'est qu'elle n'a pas su fixer dans ces pays-là des zones où on pouvait, avec l'économie sociale et solidaire, en coopérant avec nos collectivités locales qui donnent des millions chaque année dans la coopération décentralisée, faire des zones où on pouvait au moins apporter quelques solutions pratiques sur l'eau. Seules quelques ONG se battent aujourd'hui toutes seules dans leur coin pour faire des puits d'eau. Sur l'économie sociale et solidaire pour les femmes et les jeunes, et créer des alliances, par exemple un Erasmus méditerranéen pour les, non pas dans les grands groupes, mais pour que les jeunes maghrébins africains puissent aller dans les PME, apprendre et rentrer chez eux et construire une PME. Tout ça, on l'a pas fait, et je pense que sur ce plan-là, l'Europe, bon, on va pas faire l'autoflagellation, je le répète, a loupé une coche, mais par contre, elle peut de même initier. Où situez-vous donc la responsabilité? Elle est européenne? Mais elle est quasiment... Non, bien sûr que non. La responsabilité, elle est aussi dans les régimes politiques de ces pays qui n'ont fait que bien sûr, qui n'ont pas suivi l'intérêt de leur population et qui ont fait que jouer le jeu d'une élite qui s'enrichit elle-même. Mais elle est aussi européenne. Pourquoi? Moi, je ne fais pas partie des gens qui accablent l'Europe. L'Europe, elle a fait ce qu'elle a pu. Sauf qu'à un moment donné, on a pris des choix qui ont toujours été macro-politiques. Donc, d'où la politique du chèque, de la politique étrangère européenne. Et or, il faut maintenant que l'Europe, à côté de cette politique qu'elle maintient, fasse une petite politique, petite au sens non pas quantitatif, mais qui joue une petite musique, une politique de la société civile organisée, qu'elle finance des projets. Je donne un exemple. On fait la ligne TGV Tanger-Tunis, c'est le grand rêve. C'est le grand rêve de tout le monde. Okay. Imaginons qu'à chaque fois qu'on construit, ça commence au Maroc, 110, 20, 30 kilomètres, ce soit les entreprises et les sous-traitants du coin qui soient concernés, que les populations soient concernées à titre économique, social, des événements culturels autour, et que tout ça soit fait en concertation, par exemple avec l'Union pour la Méditerranée qui porte le projet. Donc ça veut dire qu'on déclinerait des grands ensembles, des grandes manifestations économiques lourdes, on est dans le macro, avec un tas de petites politiques du micro qui sera à côté, qui sera lié à tout ça. Qui sera lié à tout ça. Ça, on ne le fait pas aujourd'hui. Personne ne fait ça. Ça m'amène à parler un peu des espoirs que vous déclinez dans votre publication. Alors, quels sont ces espoirs? De quoi s'agit-il exactement? Alors moi, mes espoirs, ils sont sur 4 thèmes. Je vais aller très vite. Le premier, donc, je l'ai dit, c'est l'économie sociale et solidaire, et je suis pas du tout naïf. Je sais bien que l'économie sociale et solidaire au Sud n'est pas celle du Nord. Mais l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, le monde de l'économie coopérative, des sociétés de coopératives, c'est vraiment quelque chose qui se prête intrinsèquement à la façon d'être méditerranéenne. 2, c'est la coopération décentralisée, ce qu'on appelle la petite diplomatie des territoires. À l'époque, Michel Vauzel avait voulu le lancer, aujourd'hui on a d'autres grands présidents de région, qui soient de droite, de gauche, qui veulent le lancer. Donc il faut créer une plateforme qui est la coopération décentralisée en Méditerranée. C'est pas normal que Montpellier et Marseille soient en concurrence dans une ville du Sud pour faire la coopération décentralisée. Tout à fait. Troisième chose, c'est la jeunesse, faire une alliance des universités et des grands groupes, des grandes chambres de commerce,
il y a une association des chambres de commerce qui s'appelle la SCAME. Cette association devrait prendre langue avec toutes les grandes universités et bâtir un ticket. Jeune, PME. Je reste bien branché sur la PME. Donc ça, c'est le troisième espoir. Personne n'y va trop en ce moment. Le quatrième, il est de l'ordre de l'utopie du rêve. Bon, en Méditerranée, Il faut bien du rêve et de l'espoir. pour les rêveurs. Moi, j'aimerais que Marseille devienne le Palmyre du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'à partir du muséum, elle inaugure une grande politique d'accumulation des grands récits spirituels et mythiques de la Méditerranée, où tout le monde pourrait retrouver son souffle. C'est un peu l'avenir de la Méditerranée que vous voyez comme ça, à travers des propositions que vous avez ciblées. Oui, parce que les États ne peuvent pas tout seuls faire ça. Aujourd'hui, les États sont englués dans des logiques de guerre ou de tenter de créer la désescalade. Donc il faut aider les États. Je suis pas dans une logique de dire les États sont les destructeurs de la Méditerranée, comme on l'entend souvent, et donc il faut créer la coopération des sociétés civiles pour aller contre. Non, il faut aller avec. Il faut aider les États. Donc vous appelez particulièrement la société civile à se remobiliser Oui. autour de grands projets. Et les acteurs locaux, les collectivités acteurs territoriales, D'accord. qui créent des plateformes, ils s'unissent pour apporter à un moment donné précis. En Libye, par exemple, on sait qu'il y a une partie du territoire qui n'est pas sous la botte de Daesh, mais ces gens, il faut les aider. Sinon, ils prendront le bateau, ils traverseront la Méditerranée avec 10 000 morts l'an dernier dans la mer Méditerranée. Enfin, c'est plus possible. Donc vous voyez bien une certaine coopération territoriale. on peut Je la dire. propose, je la vois du point de vue de l'Union pour la Méditerranée qui s'interroge énormément en ce moment sur la société civile. Mais du point de vue des États, je ne la vois pas encore. Vous m'avez dit une autre fois que vous étiez un bon Méditerranéen. Vous continuez à l'être forcément à propos de ce livre, encore qui... On dit beaucoup de succès, on dit beaucoup de bien de ce livre. Voilà, j'en suis ravi, merci. Comment vous avez pu le concevoir, de quelle idée, de quelle... En fait, j'avais écrit un certain nombre de tribunes et de notes, Oui. qui pour moi, du moment qu'elles étaient faites, étaient faites. Et ce sont des amis qui m'ont dit tu devrais les publier, parce que sur les 5 années où j'avais donné quelques pistes, où j'avais surtout essayé de voir quels étaient les signaux faibles qui se manifestaient dans les grands événements où on voit que le gros, l'iceberg, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Des amis m'avaient dit mais ça tu l'as dit, ça s'est vérifié, ça on peut en débattre. Crée le débat, donne des pistes de réflexion au moment où tout le monde pense que c'est fichu. Alors je l'ai fait. Et ce livre peut amener un autre, peut-être, la suite, parce que la on suite, peut pas elle- s'arrêter sur la Elle Méditerranée. sera sur l'interculturalité. L'interculturalité. Oui, C'est le absolument. deuxième projet. Ouais, je suis en train déjà d'y travailler. Ce sera sur la Méditerranée, pour moi, est une matrice. Et cette matrice, elle a créé les relations interculturelles depuis 5000 ans. Et je pense qu'on devrait s'en inspirer. C'est une matrice, la Méditerranée est une matrice que l'identité européenne oublie un peu trop. Vous évoquez aussi, il me vient à l'idée, la pensée de Bruno Etienne, votre professeur, qu'on connaît bien à Aix-en-Provence, et dont on garde une image forte de lui, de ce caractère, de ce personnage illustre, on peut dire ça. Vous étiez proche de lui et vous étiez même amis, Oui. puisque vous étiez son élève et son ami en même temps, et vous portez beaucoup d'amitié et d'affection. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, puisque ceux qui vont appréhender ce livre vont pouvoir savoir aussi des choses, Je lui ai, mais en plus de ce que vous avez écrit sur Bruno Etienne. je lui ai consacré mon dernier chapitre. C'est en termes d'hommage et puis pour moi, De reconnaissance. de reconnaissance, d'amour, parce que je l'ai aimé et j'ai eu la chance d'être aimé de lui. Cet homme était un grand universitaire, mais il n'était pas que ça. C'était un homme d'action, un homme d'engagement. C'est un homme qui portait à l'extérieur de l'université la voix pour que le maximum de gens puissent comprendre. Donc cet amour de la transmission, cet amour de la connaissance qu'il a initié, je pense qu'on ne peut pas l'oublier parce qu'il ne serait plus vivant. Je pense qu'il faut continuer à dire aux gens, voilà, Bruno Etienne par exemple avait une phrase qui nous heurtait, il disait dans ce pays, avec des mots un peu fleuris, puisqu'il avait le langage fleuri, dans ce pays, il nous disait, ce qui est dramatique, c'est que la connaissance ne produit pas de politique publique. Or aujourd'hui, les idées qu'il avait lancées commencent à produire des politiques publiques, commencent à faire du sens. Donc il faut pas lâcher, c'est maintenant qu'il faut pousser, et il Il faut faut s'accrocher à cette prolonger idée. ce qu'il a initié. Il a tellement initié de choses. Était-il méditerranéen à fond, comme vous? Ah oui, je pense que, alors lui, son père était de la Drôme, ses parents étaient des Français sa maman de Provence, mais ça a été un grand Méditerranéen, parce que d'abord, c'était un grand voyageur. Il connaissait tous les pays, il a enseigné partout. Il a écrit sur Abdelkader, il a passé une partie de sa vie à réfléchir, à méditer sur ce qu'Abdelkader Oui, avait on fait. connaît ses ouvrages fabuleux. Donc c'était un Méditerranéen dans l'âme, dans l'esprit, et dans le Vous corps. saviez aussi qu'il était à l'origine de la création de l'École nationale d'administration d'Alger?
Alors, je l'avais su, il me l'avait dit, en effet. C'était un des Ça a rares, été un des Français qui avait contribué à ça à mettre après la la mise en place indépendance en Algérie. avec le ministre de l'Intérieur de l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde se remémore cette participation, Ah, mais ce rôle ça a qu'il a vraiment joué été dans, un transmetteur et un dans porteur. les premières années d'indépendance. Oui, ça a été un homme d'action qui a pris des risques. Il a toujours su prendre des risques. Donc, quel est le meilleur souvenir que vous gardez de lui? Un des meilleurs, parce qu'il y en a beaucoup sûrement. Meilleur souvenir que j'ai gardé de lui, j'en ai tellement. Moi, je crois que c'est un jour, on était tous les deux devant Sciences Po un soir, et je lui posais toujours des tas de questions qui l'agaçaient. Et à un moment donné, il me dit, maintenant tu me fatigues, parce que je lui demandais en Méditerranée, alors là, est-ce qu'il faut faire ça, qui a raison, qui a tort, les croisades, et il m'avait dit, l'intérêt en Méditerranée, c'est ni le blanc ni le noir, c'est la ligne qui est au milieu, et quand on veut être un homme accompli, il faut être sur cette ligne. Très difficile à tenir, cette ligne. Mais ça, j'en garde un souvenir. Après, j'ai des souvenirs personnels Qu'on peut pas évoquer ici. voilà, de grande amitié, Pour ça finir, enfin, pour arriver au point de la fin du livre, surtout le mettre en relief, c'est cette coopération, cette nouvelle diplomatie que vous avez appelée de vos voeux. oui. C'est quoi au juste? Ben c'est ça, c'est de dire maintenant, je crois qu'on est dans un siècle, on le voit ne serait-ce qu'avec les nouvelles technologies, etc., où la population, les peuples se sont accaparés, emparés de sujets sociaux. Ils ont peut-être pas la possibilité de décider, mais ils occupent un terrain qu'ils n'occupaient pas avant. Donc moi je pense qu'aujourd'hui la diplomatie, elle ne peut plus fonctionner sur une seule jambe, celle des États. On le sait depuis longtemps, mais là maintenant on y est, elle doit fonctionner sur la deuxième jambe. Et cette deuxième jambe, c'est ce que je disais, à la fois c'est les acteurs territoriaux d'autres institutions qui ne sont pas les États, mais les sociétés civiles. Par exemple, je ne comprends toujours pas que la vieille idée d'Edgar Morin, qui avait été lancée en 1994, et Régis Debray à l'époque, de créer un parlement méditerranéen des sachants, qui aurait pour vocation à 2 fois par an de donner 2-3 pistes avec recommandations fortes pour être suivies, n'ait jamais été mise en route, alors qu'elle aurait eu une résonance médiatique et politique très importante, avec des idées en dehors des stratégies d'État, qui auraient peut-être pu, alors par moment on aurait pu se dire c'est absurde, on ne le fera pas, mais il y aurait eu certainement des grandes idées qui auraient permis de créer de la cohésion en Méditerranée face aux divisions perpétuelles de l'économie, du politique et du religieux. Et des idées communes, c'est des sphères comme ça qu'il faut que l'on mette en avant, qui peuvent les créer, les porter aujourd'hui. Donc j'appelle ça c'est le deuxième pilier de cette diplomatie. Donc, Vous pensez donc aussi qu'en dehors de la société civile, en plus de la société civile, il y a ce côté des élus, qu'il faut faire participer des élus locaux. bien sûr. On sait que jamais. se promènent aujourd'hui des idées sur les relations méditerranéennes de proximité avec des élus de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a beaucoup d'élus qui se battent. Le problème, c'est que ça ne se sait pas. Enfin, moi, j'en connais quelques-uns. Jean Roata à Marseille, qui est un infatigable Infatigable, c'est vrai. défenseur de l'idée méditerranéenne, qui va toujours au Maroc, dont il importe Il est chargé porte-drapeau des relations. internationales. Caroline Posmanti, qui elle se bat pour que les relations entre Israël et les pays arabes soient vues d'une autre façon. D'une autre manière. À l'époque, Michel Vauzelle, à qui il faut rendre hommage aussi, qui s'est battu considérablement pour la Méditerranée des peuples. Donc il y a des gens, je sais que la région Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon fait des choses, mais Milan, mais Barcelone travaillent considérablement là-dessus, la Turquie, dont on voit toujours le côté un peu obscur d'un pouvoir, mais qui a des élus locaux, des régions, enfin en tout cas l'équivalent de régions, qui portent des projets considérables, et personne n'en parle. Donc, sauf quelques médias, bien sûr, ici, mais de manière générale, ça n'est pas porté à la population. Donc, on entend toujours que les mauvaises nouvelles. Mais il y a des gens qui se battent. Faut peut-être que ces gens-là, maintenant, décident de faire une coordination. Moi, c'est ce que j'écris dans le livre, je propose une plateforme de ces initiatives, qu'au moins, une fois par an, tout ce monde se rencontre, et ils disent, ah, mais toi, tu fais ça, on met tout ça en lien sur un site internet, et qu'on ait une carte, un menu, un grand menu de tout ce qui est fait. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est quand même dommage. C'est dommage. Sur votre livre, pour en découdre, comme on dit, quel conseil donnerez-vous à des lecteurs de Aixois, puisque les éditions sont aixoises, Langdon, bien sûr. Parlez-nous un peu de cette publication. Alors, les éditions Langdon, c'est une petite maison d'édition qui s'est créée il y a 2 ans. Donnez aussi son qui image. est sur Internet et qui peut être dans certaines librairies comme ici, qui est une édition qui a été créée par Stéphane Salor, qui est un entrepreneur dynamique dans le pays d'Aix. Qu'on connaît bien. Voilà, qui est dans les médias, mais qui est surtout le patron de l'école de design, l'ESDA, qui est la 2e école de design de France. C'est une maison d'édition qui a fait un pari,
publié des romans, une collection de savoir avec des essais, et beaucoup sur l'art aussi, puisque c'est un passionné d'art. Et donc aujourd'hui, par le biais de cette petite maison, on essaie de diffuser ces idées. Vous Qui rentrez sont par pas la petite porte pour avoir vraiment de... Ouais, je rentre par la Et porte. puis C'est une porte comme une autre. London, j'ai cru comprendre que ils vont mettre des œuvres d'étudiants, des Voilà. mémoires, des thèses. C'est très sympa. Je trouve ça fabuleux. Voilà, ils ont décidé de publier de manière gracieuse des mémoires primées ou des thèses d'étudiants de quelque grande école que ce soit ou faculté, afin de donner une chance à ces étudiants d'avoir leur livre, Et d'être lu, d'être Et- vu et d'être... Et c'est un pari qui C'est formidable. C'est la c'était- première idée que c'est tellement fait Génial. avec l'intelligence du cœur que ça, vous avez bien fait de le rappeler. voilà. On va terminer sur cette entrevue. Merci Alain. Merci. Merci encore à la librairie Goulard et à Madame Battisti qui nous a Ouais. fait l'honneur Un grand merci d'être à là et de C'est un honneur. promouvoir un peu votre livre. Merci infiniment. À la prochaine. Merci.